Allez, go. Et pour te situer, Stark en forêt au départ, Oui. actif jogger, cycliste, personne avec des bâtons et toute personne ayant la volonté de faire copain-copain avec lui. Ok. Le lâcher comme ça au début. Ah non, là, ça fait que depuis le mois de juin, parce que Marc m'a obligé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous aurons la chance de suivre Stark ainsi que Mélanie. Ensemble, ils ont été épaulés et guidés par Marc Bruxelles, l'éducateur, qui sera avec nous pendant toute l'interview. Et en plus de tout ceci, nous aurons les réactions et précisions du docteur Jasmine Chevalier, qui a suivi le cas de Stark. Alors bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer du coup à cette petite interview. On va parler de ton... On peut se tutoyer? On peut. Super. On va parler de ton chien qui s'appelle donc Stark. C'est ça. On va commencer par le commencement. Tu l'as eu quand il avait quel âge? Alors, il avait un peu plus de 5 mois. Ok. On l'a récupéré, il vient du Portugal, d'un particulier. Donc, il n'a connu que la propriétaire avec ses enfants, sa maman et ses frères et sœurs, dans une cour bétonnée en vaste campagne. D'accord, donc c'est un chien qui ne connaissait que que ce petit noyau, voilà. Et qui était Sans jamais bruit, sorti en fait. Voilà, c'est ça. Donc toi tu le récupères, comment tu tombes sur cette annonce, comment tu te décides à te dire tiens je vais entre guillemets sauver ce chien parce que c'est complètement ça en fait. Oui, je connaissais quelqu'un qui récupérait déjà sa sœur en fait. D'accord. Qui est sur Nice. Donc il l'a récupéré en même temps que moi j'ai récupéré Stark. T'as Stark qui arrive à la maison à 5 mois. C'est ça. Quelles sont les premières choses auxquelles tu penses quels sont tes premiers ressentis vis-à-vis du chien? Alors, premier ressenti à la maison, très très bon. Ok. Parce que chien très cool et très calme à la maison. Super. Voilà. À part la poubelle sur laquelle il a fallu mettre un tendeur pendant une semaine. Mais ça s'est arrêté là. D'accord. Mais sinon, voilà, c'est à l'intérieur, rien à dire. Ce chien donc a 5 mois qui n'a jamais rien vu. Oui. Quand toi tu l'amènes en extérieur, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tout fait peur. Donc même les hommes. Donc mon mari qui en plus à ce moment-là était sur un chantier loin, n'arrive que 3 jours après le chien. Donc un homme qui fait 1m80. Voilà, ça... D'accord. Et ça, du coup, la peur de cet homme-là, même à la maison, était difficile ou... Non, ça n'a pas été difficile, mais c'est après des discussions avec Marc aussi, que du coup on comprend certaines réactions sur le coup. Donc, Marc a été contacté vite. Enfin, je parle comme si tu n'étais pas là, mais bien sûr. Mais il a été contacté vite. Non. Dis-moi. Parce qu'à la base, donc, je vois mon vétérinaire qui m'envoie vers un éducateur parce que j'avais cette démarche-là. Donc, au départ, c'était, il faut surtout le sociabiliser. Okay. Et en mode école du chiot, on y va le samedi, donc une fois par semaine. Une demi-heure en mode jeu, juste sociabilisation. Comment ça se passe? Ça se passe bien et voilà, fallait juste faire le déglingo, donc il était équipé pour. D'accord. Donc pas de problème là-dessus. Il n'avait pas donc peur de ses autres chiens? Non. D'accord. Non, avec les autres chiens, ça a toujours été impeccable. Donc il arrivait sur ses 9 mois, où ben là on n'est plus à l'école du chiot. On passe au step au-dessus. C'est-à-dire éducation, des cours collectifs? Voilà. Ouais. Et c'est-à-dire, on crie sur son chien parce qu'il faut parler plus fort que lui, sinon il nous domine. C'est vrai que j'ai pas mal de patients pour lesquels le problème commence à émerger quand ils passent de l'école du chiot, qui est généralement très ludique et très sympa, au cours collectif où on demande quand même plus de concentration, l'apprentissage d'ordre. Voilà, c'est plus sérieux et en fait le chien n'est pas en mesure de se concentrer pour faire ça. Et quand la réponse donnée est une réponse violente, hein, comme la dame le décrit, cette dame, elle a eu vraiment la bonne réaction, c'est-à-dire qu'elle a senti que ça allait pas et elle a arrêté. On a encore plus de dégâts quand les gens s'acharnent en voyant bien que le chien est pas heureux. Et là encore, le premier critère à avoir, c'est que le chien soit content d'aller prendre des cours. Et les gens aussi, enfin, c'est quand même hyper important. Tu vas voir, c'est assez rigolo parce que la première personne qui décide de ne plus y aller, c'est vraiment son fils. De 13 ans et demi, tu vas voir l'explication, du coup, c'est assez fort. Donc là, de l'âge, on arrête complètement parce qu'en plus, c'est mon mari et mon fils qui y étaient allés. Ouais. Donc mon fils, un petit peu jeune, ça l'a franchement choqué. Bloqué. Ouais, voilà. Ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Ouais. Faut dire ce qui est. Surtout que même si on connaissait pas encore les méthodes d'éducation, bon voilà, mon fils regardait un petit peu des vidéos sur YouTube sur l'éducation positive, etc. Et il a dit non, mais c'est pas
Il a quel âge ton fils? Là, aujourd'hui, il a 15 ans. Il avait donc? Il avait 13 ans et demi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc à 13 ans et demi, il s'est rendu compte qu'il y avait un 13 ans et problème. demi, En il fait. a dit non mais C'est fort, à quelle heure faut gueuler sur son chien, on gueule pas sur ses enfants, donc pourquoi sur son chien? Donc, La leçon, quoi. voilà, c'est ça. Vachement Et bien. donc du coup, j'ai contacté à la base Céline, qui est donc la nounou de Stark maintenant. Et Céline m'a mise en contact avec Lizzie et Marc. Ok, Donc, très c'est bien. là que tout le travail À commencer. a vraiment commencé. Donc, comme j'ai été un peu spoilé, moi, puisqu'on est sorti un peu avec le chien avant et tout, normalement, il y aura des images à l'écran. Mais du coup, il y avait des réactions de peur De peur. de la part de Stark vis-à-vis de 2-3 trucs, si j'ai bien compris. Voilà, d'agressivité. Alors, je crois une des premières fois où on s'est vus, du coup, vous aviez organisé une rencontre humaine. Marc, on travaille ensemble depuis 15 ans maintenant, et bien 15 ans. Ce qui est super, c'est qu'il a un club avec beaucoup de bénévoles qui sont hyper volontaires. Et donc, quand on a un chien qui est mal à l'aise en présence de personne, mais sans présenter de danger, enfin, de toute façon, il gère, il organise le dimanche matin des socias où il est capable de recruter 20 ou 30 personnes. Et en fait, c'est magique, c'est un outil de travail extraordinaire et c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'avec lui, on peut programmer ça pour un patient et c'est génial. Où du coup, il y avait des hommes, des femmes, un peu tous âges, etc., avec des friandises. Et voilà, ça a été le premier, le premier contact, entre guillemets, qu'on a pu avoir et qui a vraiment permis de dire, oui, il y a des choses à faire d'une autre façon, quoi. Là, c'est Oui, parce cool. que toi, en plus, tu avais eu la comparaison entre les deux. C'est ça. Le retour. Mais C'est ouais, ça. D'accord. Et donc, là, on commence à travailler ça parce que un des problèmes principaux, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est évidemment les réactions sur plein de choses, c'est une chose, mais sur les humains, c'est vraiment un gros problème. Voilà. On vit dans un monde social, on C'est croise ça. des gens tous les jours. C'est ça. Et en dehors du fait que c'est pas très sympa de devoir gérer son chien, c'est en plus, ça peut être dangereux. Et surtout, il y a le regard des autres, il y a tout ça qui joue à ce moment-là. Donc là, en fait, on apprend. Donc là, vous avez mis en place donc quelques petits exercices, un début de quelque chose où on est capable de présenter des humains correctement. C'est ça. Stark, en fait, il a commencé à transitionner dans ses modalités de peur à l'adolescence, comme très souvent. C'est-à-dire qu'au début, il était un peu en crainte. Et puis, souvent, au moment de l'adolescence, il y a des réactions agressives que le chien produit pour essayer de faire fuir ce qui lui fait peur. Et puis, ça marche très bien parce que les personnes font un petit geste en arrière, donc renforcement négatif. Et c'est pour ça qu'en fait, de peur, on passe à de l'agressivité. Tous les chiens font pas ça, mais chez lui, c'était effectivement la problématique, des réactions comme ça impulsives. En plus, c'est un Doberman, donc mauvaise publicité, c'est un grand chien noir, c'est impressionnant. Et donc, voilà, Dame se retrouvait en difficulté quand elle sortait. Oui, non, on avait au départ un souci de prise en charge sur des éléments qui avaient été travaillés, qui sont pas mauvais en soi, le socialiser avec ses congénères, mais le problème n'existait pas déjà à la base. Donc on n'était pas sur une réelle prise en charge de la demande, clairement. Et après, on enchaîne sur une vision malheureusement qui existe toujours en 2024, mais très archaïque du chien. Et donc nous, on a essayé de mettre en place des choses qui, d'une part, répondaient à la demande et aux différentes problématiques, et surtout dans une structure sécurisée et rassurante pour tout le monde. Et quand donc on met ça en place, on a une amélioration rapide ou pas envers humain, envers tout ce qui peut être les humains. Alors envers humain lambda, qui ne court pas, qui n'est pas sur une trottinette, sur une moto, au volant d'une voiture, qui n'a pas de capuche, pas de casquette. D'accord, donc c'est vraiment il fallait un prototype d'humain très bien comme il faut. C'est ça, okay, c'est ça. Et donc réaction sur d'autres choses. Tu vas parler des papillons. Voilà. Des papillons. On a eu des problèmes avec vélo, trottinette, les voitures. Voiture aussi. Les voitures, oui. Ok. Donc vraiment en fait des peurs très marquées de tout. Ok. Bon. À quel moment on a un blocage, il y a des choses qui n'avancent pas, ou alors est-ce qu'on remarque chez le chien que malgré tout les exercices qu'il fait, il n'y arrive pas, il se loupe. Tu sais à quel moment et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à dire j'aimerais bien avoir un avis de vétérinaire comportementaliste. Il n'y a pas un moment particulier ou une séance plus alarmante qu'une autre, mais on était sur un chien qui était en prise avec des émotions qui étaient trop puissantes pour pouvoir apprendre. D'accord. Et donc on avait besoin d'un soutien médical pour diminuer ces émotions et pouvoir mettre en place une thérapie qui allait être intégrée par le chien, ce qui n'était pas, à mon avis, suffisamment rapide. Au contraire des efforts que pouvait faire sa maîtresse. Donc en fait, c'est vrai que
les cours d'éducation, ou ce soit dans les clubs canins qui sont implantés, généralement c'est très bien pour des chiens qui apprennent normalement. Le problème de ce chien-là, c'est qu'il apprenait pas normalement parce que son filtre sensoriel n'était pas de bonne qualité, il réagissait à trop d'éléments et en fait il était aux prises avec trop d'émotions avec son environnement. Donc pour lui, le conseil d'un club d'éducation classique était pas adapté, alors que chez Marc, où il y a beaucoup de prise en charge de chiens qui ont des pathologies comportementales, le dépistage a été mené au bon moment. Alors après, il progressait, mais à une vitesse tellement lente qu'en fait, le soutien médicamenteux, il intervient pour ça, pas forcément parce qu'on pourrait pas y arriver du tout, mais parce que si ça prend 6 ans, en fait, il y a 6 ans de bonheur qui sont déjà passés, ouais, en plus. qui sont perdus, quoi. Voilà. Et puis avec un risque qui s'aggrave dans une situation trop intense. Donc là, c'est un cas où l'éducateur m'envoie le chien, et puis les autres cas, c'est moi qui lui envoie dans une recherche particulière ou pour un soutien. Mais ça peut aller dans les deux sens. Donc, je vulgarise un petit peu ce qu'on vient de dire, mais en gros, on a un chien qui a tellement peur de tout qu'il n'est pas en capacité de se rendre compte que ce n'est pas dangereux. Exactement. D'accord. Et donc, le but enfin, toi, en tout cas, l'aide que tu avais besoin au niveau médical, vous, parce que c'est vous deux qui travaillez ensemble, c'était d'avoir un chien qui puisse juste réfléchir avant d'agir pour se rendre compte de la réalité des choses. C'est ça. Okay. Parce qu'en fait, les résultats n'étaient pas probants. Non, il progressait, mais il progressait de manière trop lente, encore une fois, en comparaison du travail qui était engagé. Et par rapport à la peur en elle-même, on sait qu'en plus de ça, si la réaction de peur reste présente, de toute façon, ça peut être lent, voire ça peut régresser si un jour ça se passe très mal. D'accord. Et puis ce qu'il y a, c'est que tous les exercices, par exemple, que Marc ou Lizzie pouvaient me donner à faire, si on les faisait à la maison, ou dans le jardin, ou ici, dans un cadre qu'ils connaissaient, etc., il n'y avait pas de problème. Et dès qu'on était confronté à, là, ça réagissait plus, ce n'était plus possible alors que c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Exactement. C'est ça. Et je tiens à préciser que du coup, ça, tu t'es pas retrouvée toute seule à le faire dehors. Enfin, vous vous êtes vus aussi en extérieur et vous avez été dans la ville et vous avez été au parc et tout. Voilà. C'est vraiment très très bien dit ce qu'elle explique là. C'est que en fait, les émotions du chien, notamment la peur, elles bloquent complètement la capacité d'adaptation à l'environnement. Et en fait, son problème à ce chien-là, c'était pas un problème d'apprentissage, c'était vraiment un problème d'environnement. En fait, ce chien était complètement perturbé par l'environnement. Et quand on est dans l'émotion à cause de l'environnement, on peut pas apprendre correctement. Donc, tu en as des patients comme ça qui comprennent tout à la maison et puis à l'extérieur, ça bug. Bah d'ailleurs, c'est presque, enfin pour moi, c'est un gros sujet et justement, c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête pour en parler un peu de ça. C'est que j'apprends des choses aux chiens, ou en tout cas aux gens pour qu'ils l'apprennent aux chiens, et ensuite ils essaient de le faire dehors, ça ne fonctionne pas. Et en fait, la grosse différence entre leur dire, bah écoutez, je pense que votre chien va mal, il faudrait voir un véto comportementaliste, ou on a essayé des choses et votre chien sait le faire et il n'y arrive pas et je pense qu'il faut voir un veto comportementaliste, le discours n'est pas du tout le même. Et là, en fait, il est complètement justifié. Et même moi, de mon regard, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail d'éducateur, d'avoir mis en place tous les exercices qui fonctionnent avec 95% des chiens et que ceux-là n'y arrivent pas. Ouais. En plus, c'est vrai qu'on n'est pas... notre discipline, c'est pas une discipline exacte et parfois, ils progressent et ça marche. Et il n'y a pas besoin de traitement. Oui. Mais en fait, il faut... ce qui est important aussi que les gens entendent, c'est que s'acharner dans un truc qui marche pas ou qui est très lent, c'est pas une bonne méthode, ça épuise, on dépense de l'argent pour rien. Et en fait, pendant tout ce temps-là, le chien, il se retrouve en difficulté parce qu'il n'arrive pas à produire ce qu'il sait produire à cause de l'environnement et des émotions. Donc, c'est même pas très sympa pour lui, quoi. Tu vas voir donc le vétérinaire comportementaliste. Vous avez une discussion, premier rendez-vous, ça dure 1h30, 2 heures, je sais pas. Et du coup, il y a une mise en place de traitement qui est mise. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de résultats et en combien de temps? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir une vraie aide? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendu? Tout ça m'intéresse. Alors oui, être entendu, etc. Oui. Elle a complètement compris et je pense que de toute façon, même après, sur les autres rendez-vous, elle a bien vu la différence de comportement, même au niveau du cabinet, etc. Ton cabinet, ça s'était passé comment? C'est un chien qui a peur de tout, ce qu'il a peur de veto, celui-là en tout cas. Ah, il marche, il tourne en rond. D'accord. Tout le temps. Il voulait pas s'arrêter. Tout le temps. Ce qu'elle décrit, c'est des déambulations anxieuses. Ce chien, il est mal à l'aise chez le veto. Pas forcément à cause de mauvais traitements chez le veto, mais déjà, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est un environnement inconnu avec des gens inconnus. Donc, ça fait déjà de quoi être pas bien. Et puis, c'est confiné. Donc, lui, sa réponse à la peur dans cette situation-là, c'est pas d'agresser parce qu'on n'a jamais dépassé son seuil, mais il marche, il déambule. Ces chiens-là, qui ont ce type d'expression comportementale de la peur, si on les met sur la table, on les bloque
et qu'on leur hurle dessus à 3 pour pas qu'ils bougent, là forcément on a un gros risque d'agression. Et dans un deuxième temps de ce qu'on appelle la phobie des soins, où dès qu'il va voir approcher la clinique, il voudra plus rentrer parce que ça fixe très vite dans leur mémoire. On a des examens à faire, on fait quelque chose, on le détourne, on lui sort un tapis de léchage, on y va tranquille. Mais ces chiens-là, il faut surtout pas les coincer parce que c'est sûr que ça peut exploser. Quand on arrive en zone orange, on a un risque de sensibilisation qui est intense et qui peut être quasi définitif sur un chien qui est vulnérable comme lui. Donc il faut pas se dire on le bloque et on fait vite. Non, il faut pas le bloquer. Donc, il faut prendre le temps. Ça pourrait être vachement tentant, se dire on fait vite. Bah oui, mais en fait vite et bien, souvent ça marche pas. D'accord. Il est plus à l'aise aujourd'hui là-bas? Oui. D'accord. Bon, cette partie-là, en tout cas, c'est bon. Oui. Ok. Donc mise en place du traitement. Combien de temps après, donc on a l'impression que le chien est capable un peu de se calmer, d'observer sur pas mal de situations? Assez rapidement. Donc ça t'a soulagé? Complètement. Ouais. Complètement, parce que même si après on a mis en place le protocole muselière, la longe, etc. pour apprendre d'autres choses, et je pense qu'on n'aurait pas pu les appréhender aussi rapidement s'il n'avait pas réussi à prendre sur lui et à dire ok, là on est juste en train de se promener. Et les réactions de peur qu'il avait surtout, j'aime bien le répéter parce que on parle de nous beaucoup de psychiatrie canine, mais on veut insister sur le fait aussi que ce n'est pas magique. Donc c'est pas genre il a 2 semaines après ça allait mieux. Ça vous a permis de travailler finalement. Oui, en fait ça permettait juste de canaliser à un moment donné pour lui dire là par exemple tu te mets assis, tu restes calme. Et t'es capable de le faire. C'est pas le médicament miracle, c'est pas une puce électronique avec le ok c'est bon t'es dressé. C'est réglé. Non, non. Toi qui as l'habitude du coup de faire de suivre des cas comme ça qui sont traités ou pas traités, etc. et tout, ça fait partie des chiens où l'évolution était classique après la prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration que toi aussi en tant qu'éducateur tu as vu, comment tu l'as ressenti? Il y a eu une évolution. Tout à l'heure, tu disais ça vous a soulagé. Oui. Il faut toujours imaginer la chose suivante, c'est que quand on préconise, que ce soit de la part d'un vétérinaire qui lui va faire l'ordonnance, ou moi quand je préconise la visite chez un vétérinaire, la première chose auquel on pense, c'est redonner du bien-être au chien. Parce que c'est le premier concerné par ses comportements. Après, bien sûr que ça va impacter le propriétaire, les sorties, la famille, etc., sur plein d'aspects, mais le premier qui subit ses propres comportements, c'est lui. Et donc, quand on fait une préconisation de prise en charge médicale, c'est toujours la première chose auquel on pense, c'est le bien-être du chien. C'est vrai que du coup, moi, un peu, je demande, c'est marrant parce que tu rappelles ça, et c'est vrai que moi, je demande si t'as soulagé, et effectivement, c'est vrai que les premières choses à se demander, c'est comment allait le chien, en fait. Oui. Mais si ça t'a soulagé, c'est un effet domino du chien qui allait mieux. S'il était dans un état de stress dès qu'on faisait une sortie, etc., ça devait être horrible pour lui de se dire on va balader en forêt, quoi. Oui, et je vais devoir manger combien de vélos Sur ce chien, en fait, la problématique qui a duré le plus longtemps, c'est les vélos. D'accord. Les vélos, ça active ce qu'on peut imaginer être un réflexe de poursuite. Ça bouge, il n'a pas le temps d'analyser le truc, c'est déjà en train de gigoter. Donc les vélos et avec les chiens dits réactifs, c'est quand même un gros sujet. Et lui, ça a été vraiment le truc le plus long à régler. Mais bon, je crois que tu as vu que ça avait bien marché. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils m'ont expliqué que... Alors c'était vraiment, sur les vélos, c'était vraiment une peur qui était devenue un réflexe très agressif comme réponse, quoi. Et ils m'ont expliqué avant qu'on fasse la balade que maintenant, ils se baladaient avec les vélos, mais qu'ils les attaquaient plus. Donc moi, je me suis attendu à voir pendant la balade un chien qui court un peu à côté des vélos, quoi. Et il disait en rigolant, il les motive un peu, quoi. Tu vois. Et puis en fait, pendant la balade, il s'est passé un truc de malade. Donc là, je pense que vous voyez les images en même temps que je parle. Et ça, j'ai cru que Marc avait payé des cyclistes pour venir parce que... Il peut le faire. Il peut le faire. Marc, il peut trouver ce que tu veux pour faire de la désensibilisation, mais il a toujours beaucoup il a juré que non. Et je crois que Marc n'est pas trop un menteur. Et du coup, voilà. Donc la scène est juste dingue. Donc voilà, le plaisir de voir ce chien qui a couru vers les enfants, qui était à vélo, vers les gens autour sans aucune agressivité, mais à cause du passif, je comprends qu'on puisse un peu avoir peur. Voilà. Et surtout derrière, donc tous ces vélos sont passés devant, et puis là, il était juste assis, pas bougé, mais dans un calme, tranquille, il regardait et tout, puis il attendait sa récompense, comme n'importe quel chien. Vraiment des progrès. Bah oui, c'est sûr que en tant que propriétaire, on fait aussi des apprentissages dans des situations hyper négatives. Tu vois arriver le vélo au loin et tu commences à angoisser. On parle d'apprentissage à notre insu, hein. C'est ça que tu veux dire. Voilà, on apprend à notre insu à avoir peur, le propriétaire se sensibilise aussi aux événements et après il va arriver les vélos, il se dit
non, ça va pas se passer. Donc il faut aussi que le propriétaire arrive à être convaincu par le chien, qui lui-même a été convaincu avant. Donc tout ça, bah, évidemment, c'est un travail qui est un peu long et il faut être accompagné parce que tout seul, c'est hyper compliqué. Donc là, on arrive à sortir avec lui. Comment ça se passait, tiens, d'ailleurs? Est-ce que il l'appréhendait à sortir ou est-ce qu'il n'avait peur que quand il voyait les Non, stimuli? c'était vraiment que quand il voyait les stimuli. Donc vous avez travaillé en situation ici, un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a fait de la ville, on a fait de la forêt, on a fait... Avec Stark, on a mis en place quand même beaucoup de choses. On a travaillé dans beaucoup d'environnements différents. Il a fait des cours collectifs. Il a fait du pistage. On a beaucoup désensibilisé à l'humain par le pistage. Tu peux m'expliquer un petit peu cette partie-là? C'est intéressant, je trouve. Alors, désensibiliser à l'humain par le pistage, je pense que pour tous les gens qui nous regardent, ils savent pas comment ça marche. Donc, le pistage, à la base, ça reste une activité purement ludique qu'on va proposer à l'ensemble de nos clients qu'ils aient des problématiques avec leur chien ou pas. Et ensuite, on peut utiliser le pistage pour sa fonction thérapeutique, parce que il n'y a aucun chien qui n'aime pas chercher. Il faut simplement trouver ce qu'ils vont aimer chercher. Ça peut être des friandises, ça peut être leur jouet, ça peut être les deux, peu importe. Et on va venir y associer l'humain, qui, en dehors de cette situation, va rester très anxiogène. Pas dans cette situation de jeu. Que ce soit le docteur Chevalier avec qui je travaille depuis très longtemps, ou moi, on dit très souvent que le meilleur remède à la peur, c'est le plaisir. Et que donc, il faut trouver quelque chose qui puisse mettre le chien en joie en présence des humains. Le pistage étant l'axe privilégié pour pouvoir faire cette association, en fait. Okay. Et donc, ça permet de travailler un certain nombre de situations qui peuvent être stressantes pour le chien. Au départ, ça va être très simple. On cherche pas à en faire des grands chercheurs, mais simplement qu'ils s'amusent. Et après, on va pouvoir travailler des situations où le chien va être surpris d'une personne qui va sortir de derrière un buisson, d'un chemin, des situations imprévues. Dans le cas de Stark, pourquoi pas un travail sur les vélos, sur quelqu'un qui va porter une capuche, des outils. Et on va pouvoir mettre en place un certain nombre de situations, mais toujours pareil, dans un cadre sécurisé. Okay. On va retirer au propriétaire le regard des gens que l'on croise en extérieur, qui rajoute au stress. Pression, bien sûr. On a le stress du comportement de son chien, mais on a aussi le stress des réflexions, des remarques, des regards déplacés. Moi, mes bénévoles, ils sont là pour aider les autres. Souvent, d'ailleurs, ce sont d'anciens propriétaires de chiens à problème. D'accord. Et donc, ils ont cette forme d'empathie qui permet à tout le monde de se sentir beaucoup plus apaisé pour travailler une situation. Et surtout de pouvoir, toi qui fais du montage vidéo, tu vas comprendre ce que je veux dire, de pouvoir faire et refaire la scène, de couper, de demander au réalisateur de couper et de recommencer si on s'est loupé, si la personne est arrivée trop vite, si on n'a pas pu suffisamment anticiper, ce qui est beaucoup plus difficile dans le monde réel. Oui. Et donc ça nous permet de nous entraîner avec beaucoup plus d'étapes que ce qu'on aurait dehors. On parle d'immersion contrôlée. Oui, tout à fait. D'accord. Okay. Donc de mettre le chien dans une situation X ou Y et de pouvoir en gérer tous les paramètres afin d'augmenter ou de réduire la difficulté pour le chien. Exactement. Ok. Ce qui est important aussi là, c'est que l'effet de l'éducation et de la prise en charge dans un club où on fait plein d'activités avec le chien, c'est que non seulement il se désensibilise et tout, mais en fait il y a tout un travail de communication entre le chien et le propriétaire, d'éducation, de mission, où le chien apprend progressivement à faire de plus en plus référence à son propriétaire avant de prendre des décisions. Et du coup, même dans une situation de stress ou de peur, il y a cet entraînement au fait qu'il regarde d'abord son propriétaire et souvent il s'en remet à lui en fait. Et du coup, c'est très rassurant pour un chien craintif et l'éducation même de base, c'est hyper important pour eux, justement, c'est très protecteur en fait. Au début, quand il sortait, c'était essentiellement pour aller chercher sur quoi il pouvait réagir. Qu'est-ce qui pouvait me faire peur? Il y avait une vraie anxiété finalement. Oui, il se disait peut-être qu'il va y avoir quelque chose, comme si on attendait que le ciel nous tombe sur la tête à n'importe quel moment. Ouais, il avait constamment les oreilles dressées. Oui. Et, il était en survigilance. Ah oui. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, la différence, c'est que maintenant, il fait une grosse exploration, mais au contraire, pour vivre sa vie de chien, quoi, pour aller chercher des trucs, renifler. C'est ça. Et est-ce qu'on connaît un peu la suite des choses? Est-ce qu'il y aura un jour un arrêt de traitement, puisque maintenant le chien a moins peur? Est-ce qu'on peut l'envisager aujourd'hui ou plus tard? Qu'est-ce que c'est? Alors, au tout départ, la première fois où on a mis en place le traitement, donc le docteur Chevalier m'a dit qu'il fallait compter au moins 2 ans. Oui, donc Stark, je le vois, il a 1 an, il a été adopté à 5 mois, donc on sait déjà que son filtre sensoriel n'est pas de bonne qualité. Ça fait quand même plus de 6 mois que
galère et qui se sensibilise. Il a passé l'adolescence, donc il a développé des réactions de charge avec des comportements agressifs. Donc je dis 2 ans, évidemment c'est arbitraire, c'est pas écrit dans les livres, mais il va falloir du temps déjà pour lever toutes les réactions agressives, lever ce que la dame décrit très bien, qui est l'anticipation, qui est un signe d'anxiété. Donc il est toujours en train de chercher, mais parce que il appréhende en fait. Donc dans son cerveau, le danger existe avant d'être physiquement présent. Donc ça met aussi un peu de temps. Et puis après, il faut tout lui réapprendre bien et le stabiliser avant de se débarrasser du traitement. Donc imaginez qu'on va le traiter 2 mois et que la vie sera parfaite, c'est dommage. Et après, les gens me demandent souvent en début de prise en charge, est-ce qu'il va être traité à vie ou combien de temps? Et en fait, évidemment, on n'en sait rien. Mais sur un chien comme lui, c'était un peu illusoire de penser que ce serait très rapide. Donc au début, je les vois une première fois, on met le traitement en place, je les revois assez rapidement, 2 mois maximum, pour vérifier en collaboration avec l'éduc qu'on a les réactions qui sont attendues. Éventuellement, on change de traitement, on augmente les doses, on ajuste. On le revoit 2 mois après si on a changé quelque chose. Et puis après, une fois que ça roule et qu'il est suivi par quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui je communique en parallèle, en fait. On est comme avec toi. Comme nous à Paris. On échange sur le chien, même si le propriétaire est pas forcément dans la boucle. Et puis une fois que ça roule et que c'est stable, j'ai pas besoin de les voir très très souvent. Lui, j'ai pas trop d'inquiétude. Il est vraiment, je pense qu'elle continuera en plus à travailler parce qu'elle aime ça. Oui. Donc il y aura de toute façon un suivi. Voilà, et puis c'est chouette de l'entendre dire qu'il n'y a pas de déstabilisation quand on arrête le traitement, ce qui montre bien que le traitement n'est pas juste là pour endormir le chien. Et bon, c'est malheureusement ce qu'on entend encore, et en plus ça décourage les gens, c'est vraiment dommage. Mais bon. Il y a énormément de remarques, certes déplacées, qui font pas plaisir, etc., mais qui sont surtout très culpabilisantes. Et je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on dit aux gens, c'est parce que vous êtes stressé que votre chien est comme ça. Ce n'est jamais dans ce sens-là que ça marche. Je ne connais pas un propriétaire de chien qui est hyper cool avec tout le monde, qui est stressé à l'approche d'un humain ou d'un autre chien. Si ton chien va faire des bisous à tout le monde, tu ne stresses pas. C'est parce que ton chien t'a proposé des comportements négatifs que tu commences à stresser. Est-ce que ce stress peut amplifier la problématique? Oui, ce serait mentir de dire le contraire. Mais ce n'est jamais la cause première du déclenchement du comportement du chien. Et donc, à force d'entendre que c'est parce qu'on stresse que notre chien est comme ça, on finit par se poser la question de savoir si on n'a pas été le déclencheur du comportement de notre chien, ce qui n'est jamais vrai. Et donc, toutes ces notions-là, elles sont importantes à faire comprendre aux gens dès le début, parce que, en plus du poids du travail du chien, le poids de la culpabilité n'aide pas à ce qu'on avance, en fait. Donc, le chien, il est comme ça aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il s'améliore. Et tout ce qui s'est passé au préalable n'a que peu d'importance. Là, à l'heure actuelle, en ce qui me concerne, le travail avec Stark est terminé. D'accord. Toi, c'est bon, c'est réglé. En fait, moi, mon travail à la base avec ce chien, ça a toujours été de lui donner une vraie vie de chien. Une vie de chien dans le plaisir. C'est le cas aujourd'hui. Mon travail est fait avec le chien. Il reste un petit peu de travail avec Mélanie. Donc toi, c'est bien. Non, mais c'est en plus c'est. Non, mais je suis honnête parce que voilà, on a eu suffisamment de discussions lors de cours, etc., où j'ai compris qu'il y avait des choses qui venaient aussi de moi, et de réussir à s'en foutre de la culpabilité, entre guillemets, de la réflexion des gens. Tu vois, sur cette notion de culpabilité, tout le monde y va de son petit commentaire, les gens qui n'ont jamais eu de chien, les gens qui n'ont jamais de problème, le pharmacien. Vraiment, c'est compliqué pour les gens qui sont déjà en souffrance. Mais surtout, c'est oublier un truc, c'est que ce chien, il a eu des conditions de développement qui ont prédisposé à avoir ce type de trouble. Donc, quand cette dame entend c'est celui qui est au bout de la laisse qui crée le problème, non, c'est pas vrai, quoi. Elle a eu un chien à 5 mois, c'était pas une page blanche. Il avait déjà tout un vécu qui prédisposait à ça, et je trouve ça encore plus cruel. Donc, et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle s'est sentie soutenue, et c'est vraiment le moins qu'on puisse faire dans une prise en charge, surtout une prise en charge conjointe, quoi. Leur montrer qu'on est là et qu'on les écoute et qu'on discute ensemble pour essayer d'améliorer leurs problèmes. Et les gens, ils culpabilisent toujours d'avoir du stress et ils me disent c'est moi qui le rends comme ça parce que je stresse. Mais les gens, s'ils stressent, c'est qu'ils ont une bonne raison de stresser. Donc en fait, ça me fait toujours de la peine de les entendre s'infliger ça. Elle stresse à l'extérieur parce que le chien réagit à l'extérieur. On peut pas oublier, on traite le chien qui n'arrive pas à oublier ses peurs, et le propriétaire peut pas oublier. Mais elle parle aussi de
tout ce que l'environnement humain peut renvoyer de négatif par rapport aux prises en charge comportementales. Et elle en a pas encore parlé, mais généralement les gens vont à la pharmacie aussi avec leur ordonnance et se prennent encore une réflexion de la part des pharmaciens, ce qui est vache parce que ils font la démarche parce qu'ils galèrent. Ouais. Et derrière, en plus, déjà qu'on est en galère, il faudrait réussir à convaincre la terre entière que non, c'est la bonne décision. Donc ça, c'est des choses enfin, le soutien émotionnel fait partie aussi de notre métier, hein. C'est quelque chose. Bien sûr. Mais après, je pense qu'il faut pas oublier une chose, c'est que certes, nous, notre travail, c'est le chien, à la base. C'est ce pourquoi on a été formé. Mais c'est pas le chien qui nous passe un coup de téléphone. Ouais. C'est le propriétaire qui nous demande une prise en charge. Et que tant que le propriétaire ressent un besoin d'être accompagné, on doit être là pour le faire. Même si on considère que, à l'heure d'aujourd'hui, le travail pourrait se faire en autonomie et qu'il n'y a plus de réel problème avec le chien. Moi, je dois répondre à une demande. Si la demande est là, j'y réponds. C'est aussi mon travail. Ok. Donc toi, pour l'instant, tu lui demandes encore, voilà, de t'accompagner. Tu sors en forêt sans lui aussi. Oui. C'est devenu quand même beaucoup plus simple. Oui. Le chien, il est lâché depuis combien de temps? Depuis le 1er juin. Depuis le 1er juin. Oui. Voilà. Ça, c'est une Parce que petite histoire. Marc m'avait dit 1er juin, Voilà. et le 1er juin, j'ai tout lâché. Ça, c'est J'ai une dit, histoire. ok, Marc a dit, je fais. Ça, c'est quand même une histoire très rigolote. Je suis bonne élève. Ah oui, je vois ça. Et puis, Ah oui, c'est... non, mais en fait, ça, c'est très rigolo parce que moi, je suis assez admiratif de ce qui s'est passé, du travail qui a été fait avec ce chien-là, et en plus de la promesse et de l'engagement que tu t'es mis. Après, tu as vu que ça évoluait bien, et je pense qu'il y avait aussi cet esprit-là, mais dans la petite histoire, le chien était plus lâché du tout, quoi. Alors quand je dis lâché, il était toujours tenu en laisse ou en longe. Voilà, il Des était longes en plutôt longe. courtes, parce que sinon, tu fais le drapeau, j'imagine. C'est ça, en longe et muselé. Et muselé aussi. Oui. D'accord. Et donc là, le défi, c'était Et donc, libre sans muselière. Non, 1er juin, ça a été, on a lâché la longe, et vers le 15, on a enlevé la muselière. Oui, donc 15 jours après, quoi. Oui. Voilà, c'est bien. Il n'y avait plus de réaction. Non, moi personnellement, j'aurais pu enlever la longe et la muselière en même temps, D'accord. mais je voulais pas faire ça à Mélanie quand même, la pauvre. Déjà qu'elle faisait l'effort de libérer la longe, si en plus je lui avais dit on enlève la muselière en même temps, je voulais quand même y aller par étapes et pas trop la heurter. Non, mais c'est bien, il faut faire ça dans les règles. Je sais que tu as une forêt derrière. Oui. Est-ce que vous l'avez utilisé aussi pour lâcher d'abord le chien dans un endroit où il n'y a personne ou pas, dans votre cas? Non, pas forcément, parce que ce qui posait problème à Mélanie, comme à Stark d'ailleurs, c'était pas tellement l'idée que peuvent avoir certaines personnes de lâcher leur chien de peur qu'il s'enfuit ou qu'il ne revienne pas au rappel ou ce genre de choses. Cette problématique-là n'existait pas ni chez le chien ni chez sa Donc il n'y avait pas propriétaire. lieu de le faire spécialement. Et comme moi, dans ce petit bout de forêt que j'ai derrière, il y a très peu de monde qui se balade, ça n'avait pas d'intérêt thérapeutique. Et quitte à être accompagnée, j'avais besoin presque croiser le plus de choses possible pour me dire, bon, bah, si là, il a pas réagi avec Marc, peut-être que toute seule, je vais y arriver. En sachant que Marc n'était pas derrière le chien à lui courir après pendant que vous avez fait vos essais. Hein, mais j'ai quand même l'impression que quand Marc est là, il est plus sage. Je reste là-dessus. Mais ça me fait le même effet, moi. Je suis vraiment quelqu'un de dissipé, mais quand Marc est là, je me tiens bien. D'accord, je comprends. Je comprends, alors. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose que tu as ressenti au niveau de tout ce parcours thérapeutique, j'ai envie de dire? Il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Ah oui, alors il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, parce que ça a été dur de passer à la muselière, ça a été dur de mettre tout ça, et puis même le traitement, hein, c'était quand même pas anodin. J'ai déjà craqué devant le docteur Chevalier à dire je vais pas y arriver, etc. Bon, c'est vrai que ils ont été là, autant Céline, Lizzie, Marc, que le docteur Chevalier à toujours me soutenir et dire non, avec tous les efforts que tu fais, si tu vas y arriver. Donc, Super. ok, on se met un coup de pied aux fesses et puis on y va. Donc, bien sûr que des hauts et des bas, il y en a eu. Bien sûr qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler, etc. Mais l'accompagnement, oui, il a été top parce qu'il n'y a jamais eu de jugement. Même quand on a fait des choses avec les bénévoles, etc., qu'on a fait des balades collectives où du coup tout le monde avait les chiens lâchés, moi non, jamais de jugement, ni dans le regard, ni des réflexions, etc. Et tout ça, ça permet d'avancer le travail aussi parce qu'on est mis plus détendu. Alors la chance aussi que j'ai eue, c'est que le docteur Chevalier m'a dit attention à la pharmacie, on risque de vous regarder de travers.
La chance que j'ai, c'est que mon pharmacien a des chiens qui sont sous traitement. Ah ouais. Donc, du Très coup, bien. enfin voilà, j'ai été bien enfin voilà, on a eu de la chance de ce côté-là. Donc, Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu pour ce témoignage? Tu voulais un petit peu partager, tu voulais expliquer, tu voulais dire qu'il y a des possibilités. Je sais pas. voilà. Dis-moi. Et puis, enfin, dédiaboliser Ouais. le fait que c'est pas parce que nos chiens ils sont réactifs, etc., que entre guillemets que c'est de notre faute. C'est pas non plus parce que tel chien tel maître, parce que ça j'ai beaucoup entendu. Oh oui. Mais pourtant je cours rarement après les vélos pour essayer de les manger, donc Très bel exemple. voilà, je vois pas le principe. Mais voilà, dédiaboliser ça, montrer qu'il y a des gens qui savent faire et qui peuvent nous accompagner, plutôt que de complètement baisser les bras. Et si j'étais restée sur la première école, le premier éducateur et le vétérinaire que j'avais de base, je sais pas où t'en serais. Je Ouais, pense c'est pas, clair. je sais pas où j'en serais, mais est-ce que j'aurais encore mon chien aujourd'hui? Je ne sais pas sûr. non plus. Ouais, pas sûr. Est-ce que ça aurait pas fini par diviser complètement ma vie de famille? Est-ce que ça aurait été pas compliqué à ce point-là? Voilà. C'est dédiaboliser et dire, ben, s'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner, non, mettre un traitement en place. Enfin, quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, donc pourquoi vous posez la question pour ça? Voilà. Dédiaboliser tout ça et dire, ben, oui, on a tous des problématiques, quelles qu'elles soient. Et non, il n'y a rien de grave. Et oui, ça se travaille. Et oui, on peut y arriver. Avant de commencer à travailler, enfin, jamais j'aurais dit que... Oui. Voilà. Je comprends tout à fait. Voilà. Voilà. Non, c'est pas les chiens que j'ai vus ce matin qui avaient des problèmes de tartre et tout, sinon tu ferais pas ça. Hein. Eh bien, merci infiniment d'avoir participé à ce petit témoignage. Et merci beaucoup à Marc Bruxelles d'avoir participé, ainsi qu'au docteur vétérinaire Jasmine Chevalier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, évidemment, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.